Voilà, donc en préambule, je voudrais aussi dire que, bien sûr, mes propos, c'est des propos, que j'assume, qui m'engagent moi et qui n'engagent pas, ni les commanditaires, ni les autres participants, des équipes, d'intervention. Et donc ça fait partie aussi, des règles, du commun qu'on se donne, entre nous au sein d'une équipe et puis avec, les gens qu'on travaille, avec lesquels on travaille. Donc, le plan de cette présentation, c'est, dans un premier temps, si vous voulez bien, passer, voilà, un peu montrer le cadre de ma réflexion. Heu, les 3 territoires et leurs problématiques auxquelles, sur lesquels je vais essayer de discuter, tirer des enseignements, donc, où il y a eu une institutionnalisation du commun. La facilitation stratégique et le type d'approche que l'on mène, et puis un peu quelques enseignements, autour de la pérennité de ces institutions. Donc, le 1er point, c'est le cadre de réflexion. Donc, heu, alors moi je m'appuie sur, ma thèse que j'ai faite, en 2008 sur, où j'ai réfléchi aux approches patrimoniales au regard de la question de la prise en charge du monde. Donc, moi, je me pose la question de notre rapport au monde, et je dirais que les 3 dernières interventions, illustrent bien la diversité qu'on peut avoir dans notre rapport au monde, et cette complexité, cette interaction, entre humains et non humains dont parle, Latour, mais je dirais aussi entre vivants et non vivants. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, moi je suis là, au fin fond du Lot à vous parler, vous êtes, 38 ou je sais pas combien, à tous les coins de France et peut-être d'Europe. Hem, cette complexité à la fois du réel, du virtuel, et bah, toute cette complexité de notre rapport au monde, c'est là-dessus que je travaille avec le terme de patrimoine qui est, utilisé pour décrire une relation au monde qui se résume pas à des intérêts, comme l'a très bien dit, Marianne Redon, hier, et donc là je m'appuie sur la définition, d'Henri Olagnan. Heu et j'aime bien aussi, la façon dont en parle, le sociologue André Micou. Il parle que le patrimoine, c'est une façon de redire ce qui nous relie. Donc c'est vraiment, parler de patrimoine, c'est un élément de métacommunication qui est utilisé, que j'utilise, professionnellement, dans mon métier de facilitateur stratégique. Heu et deuxième point, donc voilà, dans notre rapport au monde, quand on parle de patrimoine, eh ben, on parle d'attachement patrimonial, qui est à la fois source de tension et ressort d'engagement. Dans toutes les interventions que je fais, je constate la réalité d'attachement à des éléments matériels et immatériels, à une forêt, une maison, une ville, un territoire, un métier, une fête, des traditions, des modes de vie, des animaux, et cetera. Et cet attachement, et ben, on peut pas, parler de un petit peu, il y a un peu l'idée de quand on parle de ces attachements, on est centré sur soi, mais en fait ça, les entretiens montrent, des entretiens approfondis montrent qu'on parle d'enjeux, locaux et globaux, et que, chaque personne est capable d'intégrer l'ensemble d'un certain nombre d'éléments, par rapport à cette façon qu'il est d'être au monde. Et donc, le concept, peut-être de NIMBY là, de Not in my backyard, ne correspond pas exactement à ce que moi je vis, quand je rencontre des gens qui défendent, quelque chose. Et cet attachement, il déclenche des réactions vives, en cas de remise en cause de l'élément considéré. C'est aussi, ça c'est un peu l'aspect, difficile de cet attachement, c'est aussi un facteur de mobilisation des acteurs au-delà de leur sphère habituelle d'action, et c'est là où on tombe sur le champ du commun, du fait qu'on a besoin des autres souvent pour partager cet attachement, ces éléments, qui font notre identité, qui font patrimoine pour nous. Et en particulier, dans le champ, sur lequel je travaille le plus, qui est, je dirais, les communs ouverts ou les ressources libres. Et j'ai entendu dans les différentes interventions, précédemment, cette question: «Est-ce que les communs, il y a la liberté?» En tout cas sur les ressources, libres, Heu, moi, ce que je constate, c'est que j'interviens souvent dans des cas où les gens ont de multiples, de multiples façons, d'éviter de prendre en charge, ou ont la possibilité de ne pas prendre en charge les choses,
qui sont transverses, qui sont communes, et que la question, c'est comment on travaille avec eux pour pouvoir le prendre en charge. J'ai travaillé, là, ce matin, il y avait Gilles Herrière-Dubreuil qui rappelait le projet Ethos, donc j'y ai participé. Et eh bien, nous, on se posait la question de comment on prend en charge la qualité radiologique des aliments, des territoires. Et les habitants des territoires contaminés pouvaient nous dire: «Mais vous savez, moi, je préfère mourir de radioactivité que de mourir de faim». Donc ils ont tout un tas de raisons de ne pas agir. Et la question fondamentale, c'est il y a beau y avoir des contraintes, des normes, des règles, mais il y a toute une catégorie de communs sur lequel il faut se poser la question d'écoute et de mise en mouvement des gens. Euh, donc, je vais parler maintenant des 3 territoires sur lesquels je vais m'appuyer. Donc, il y a la plaine de Versailles, la côte ouest de Vias, dans l'Hérault, et le bassin versant du Tescou, dans le Tarn. Donc, pour commencer, c'était 3 démarches patrimoniales au sens de l'approche patrimoniale qu'on développe, avec 3 problèmes complexes aux implications locales et globales. La disparition de l'agriculture dans un contexte périurbain dans la plaine de Versailles, la crise climatique et la montée des eaux à Vias, donc sur la côte méditerranéenne, et la gestion de l'eau avec le bassin versant du Tescou, où il y avait le projet de barrage de Sivins. Et dans chacun des cas, il y avait une crise de légitimité des acteurs en responsabilité qui remet en cause tout l'édifice institutionnel, administratif, politique et scientifique. Et donc une nécessité pour les commanditaires des démarches d'aller au-delà du système institutionnel en place sans le déstabiliser encore plus. Donc c'est bien une question institutionnelle. Donc ensuite, je vais prendre un petit peu, je vais vous décrire rapidement chacun des territoires. Donc la plaine de Versailles, qui est un espace agricole sous forte pression urbaine. Donc vous voyez à travers cette photo. Et donc c'est un espace agricole aux portes de Paris. Donc il y a une carte ensuite dans la diapo suivante, qui était en fait dans un projet plus global. Et donc là, c'est une carte qui est tirée d'un article qu'on a fait avec Hervé Brédif sur ces démarches. Donc la plaine de Versailles, c'est le territoire A, donc qui est en fait, on dit plaine de Versailles, mais c'est la vallée du Rue de Galie qui est dans l'axe du château de Versailles. Enfin, le château s'est implanté dans cette vallée, qui est donc un grand espace agricole, principalement céréalier, vraiment aux portes de Paris. Donc, eh bien là-bas, il y avait des attachements patrimoniaux et une crise qui était diffuse. Des attachements patrimoniaux qui s'exprimaient, un attachement à l'espace agricole, que j'ai fait un audit, donc des entretiens individuels, et plus de 90% des gens ont exprimé cet attachement à l'espace agricole en tant qu'espace agricole, c'est-à-dire des champs de blé, etc., et pas un espace naturel, un espace agricole. Un attachement très fort à l'histoire de ce lieu, avec le château de Versailles, avec tout un tas d'éléments sur lesquels je ne reviendrai pas, et un attachement aussi au métier d'agriculteur dans un contexte où eh bien, il y a beaucoup de pression sur l'agriculture. Et de fait, il y avait ce qui est ressorti de l'audit que j'ai fait, il y a un grignotage de fait de la plaine agricole par l'espace urbain. Et une crise qui est ressentie surtout par les agriculteurs, et plus que par les autres acteurs, avec l'impression que la plaine de Versailles, c'est un blanc sur la carte, qui a un désir d'agriculture, un attachement aux espaces agricoles, mais un désir d'agriculture sans agriculteurs. Et ça se traduit par une crise institutionnelle avec un classement de la plaine de Versailles au titre des sites à la fin des années 90 qui suscite des interrogations. Est-ce que pour modifier un bâtiment agricole, il va falloir demander l'autorisation directe du ministre de l'Environnement? Un schéma directeur qui rassemblait l'ensemble des communes de ce territoire, qui n'avait pas été renouvelé parce que les communes n'arrivaient pas à se mettre d'accord, parce que c'était aussi dans un contexte où il y a les communautés d'agglomération qui étaient en construction et qui étaient centrées sur l'urbain et qui ne permettaient pas donc de prendre en charge la plaine agricole. Il y avait Plaisir, Versailles, Saint-Ouen-Bretèche, qui chacun avait une structure d'agglomération, mais qui donnait pas de place finalement à l'espace agricole.
Juste pour illustrer tout ça, voilà le tableau de Patel de 1676. Donc 1676, il faut bien voir que c'est une vue de l'esprit, bien sûr, puisque il n'y avait pas de montgolfière pour monter voir cet aspect-là. N'empêche que ce tableau-là, donc on voit le château de Versailles avec son parc, et au fond, on distingue la plaine de Versailles. Eh bien, c'est ça qui a prévalu au classement de la plaine, c'est-à-dire qu'on dit texto dans le classement qu'il faut se penser et préserver la vue que le roi aurait eue de sa chambre, pour vous dire comment ça pèse sur l'espace agricole. Donc voilà pour la plaine de Versailles. Deuxième territoire dont je vais vous parler, c'est la côte ouest de Vias, qui est une zone naturelle inondable qui accueille pourtant 30 000 habitants, entre guillemets, l'été. Donc voilà, une illustration, vous voyez des constructions très très proches de la mer. Donc en fait, là encore, je vais parler, vous pouvez passer s'il vous plaît à la diapo suivante. Donc la situation, on est là au sud de la France, dans l'Hérault, et vous avez à droite là, donc sur le point rouge, c'est la commune de Vias qui était construite historiquement en retrait de la mer parce que c'était des zones de marais avec plein de moustiques, et donc on ne construisait pas au bord de la mer. Juste au sud, il y a un petit carré qui est là, la zone urbanisée qui est, comment je dirais, la station balnéaire, Vias Plage, et à l'ouest de cet espace-là, un quadrilatère, oui, bordé par le Libron, le canal du Midi au nord, la mer au sud, et l'ancien delta de l'Orbe à l'ouest. Et cette zone est classée en zone naturelle, et donc n'a pas les mêmes qualités de protection possibles que la partie est de la commune. Donc, pour vous dire, pour aller plus loin, donc le diapo suivante, voilà, on voit ici que en fait cette partie ouest, donc là j'ai centré uniquement sur la partie ouest, vous voyez que c'est une zone naturelle, mais que partout elle est limitée de tout un tas de petites constructions. Et on voit, vous voyez, si vous regardez la mer, vous voyez que certaines de ces constructions sont quasiment des bunkers qui avancent dans la mer. Alors qu'on distingue à l'est une zone où il y a plus de sable, parce que là, comme c'est une zone urbanisée, elle a le droit d'être protégée par des enrochements, ce qui est interdit en zone naturelle, classée naturelle, bien sûr. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Il y a des attachements patrimoniaux qu'on a pu constater aussi en équipe, des résidents de cette côte ouest qui sont réunis en ASL, en association syndicale libre, par groupe, par affinité, voilà, et qui ont fait des travaux eux-mêmes pour les déchets, pour l'eau, pour autogérer finalement ces espaces qui étaient un peu oubliés de l'institution, puisqu'on était dans un entre-deux non officiel. De nombreux campings qui ont investi le site et qui ont eu des autorisations pour le faire. Il faut savoir que Vias est la commune de France où il y a le plus de campings. Des familles avec une histoire des fois qui remonte à à 50 ans, les années 50, 60, où il y a eu les premières installations avec la disparition de l'agriculture et l'installation pour des loisirs, pour profiter de la mer. Une crise institutionnelle très forte, avec un durcissement du plan de prévention des risques d'inondation suite à Xynthia et aux 40 morts en Vendée. Donc là, on dit il y a un risque de submersion et marine et littorale pardon, des fleuves. Donc, il faut évacuer tout le monde. Et il y a une disjonction entre la planification qui dit c'est une zone naturelle et la réalité de l'occupation du territoire. Des recours juridiques contre ce que les gens, on appelle les cabaniers, c'est-à-dire les gens qui ont construit ces cabanes depuis les années 60, 70, mais qui n'aboutissent pas. Certains aboutissent, d'autres pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces cabaniers, entre guillemets, ils ont acheté en toute légalité leur petite parcelle. Et enfin, un projet de réhabilitation de la plage
pour dire, bah, vous avez vu que la plage est grignotée, d'autant plus qu'on a protégé les autres espaces urbanisés, donc ça creuse encore plus la zone naturelle, entre guillemets. Et donc, il y a tout un projet porté par la collectivité pour réhabiliter la plage, mais qui n'avance pas parce qu'elle se heurte à des oppositions des résidents. Troisième territoire, le bassin versant du Tescou, où il y a eu le projet de barrage de Sivins, avec un territoire ordinaire face à une crise extraordinaire. Donc voilà une image, un petit, certains ont appelé pays de cocagne, donc un espace vallonné, à une alternance de bosquets et de terres agricoles. S'il vous plaît, la suite. Donc là, on est dans le Tarn. On est entre, enfin à cheval entre le bassin versant est à cheval entre le Tarn-et-Garonne et le Tarn, entre Montauban et Gaillac. Et donc, avec un barrage de Sivins qui est situé, enfin le projet de barrage d'1,5 million mètres cubes, qui est en amont. Voilà, voilà, c'est juste pour vous situer les choses. Ensuite, donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Là encore, des attachements patrimoniaux, une crise d'ampleur nationale, des attachements multiples, un attachement à la zone humide du Testet sur lequel est prévu de faire le fameux barrage, d'une partie des opposants au barrage, une relation locale ancienne à la forêt de Sivins dans lequel est implanté le barrage, un projet de barrage qui est vieux de 30 ans, auquel beaucoup de gens sont très attachés aussi, qui est porté par tous les élus locaux et des agriculteurs. Et puis, il y a des attachements à la démocratie, à l'agriculture locale, à la participation citoyenne, qui s'exprime au fur et à mesure, avec une crise institutionnelle extrêmement forte. Le projet de barrage a passé toutes les étapes légales et finalement n'a pas vu le jour. Il y a eu une ZAD qui s'est mise, donc une zone à défendre qui s'est implantée au niveau de la zone humide, qui aboutit malheureusement à les manifestations, enfin c'est pas la ZAD, c'est les manifestations au fur et à mesure ont abouti à un mort, Rémi Fraisse, le 14 octobre 2014. Et tout de suite, ça a pris une crise qui a été d'ampleur nationale. Et dans cette crise, toutes les institutions sont discréditées, l'État, national et local, les collectivités, les experts scientifiques. Donc, sur ces 3 territoires, on a fait en équipe 3 démarches patrimoniales qui ont conduit à chaque fois à une institutionnalisation du commun. Avec une même méthodologie, des entretiens individuels qu'on appelle un audit patrimonial pour que les gens constatent le regard et rechercher ce qui est partageable. Des groupes de travail, une fois validé l'audit patrimonial, des groupes de travail de ce qu'on appelle des séminaires de rencontres actives, par famille d'acteurs ou par thématique ou les deux. Et puis, ça aboutit à une charte de gestion de la qualité signée par une diversité d'acteurs avec explicitement un dispositif de gouvernance en commun et un plan d'action à approfondir. Avec un travail de facilitation de la rencontre, de la négociation des acteurs qui est tourné vers l'action, qui est basé sur l'écoute de tous les acteurs impliqués. Dans la plaine de Versailles, donc je vais très rapidement, c'est juste pour mémoire, le commanditaire, c'était l'association agriculteurs et citadins de la plaine de Versailles, et au niveau régional, c'était un projet régional, la Société d'agriculture et d'air d'Île-de-France, financé en particulier par le Conseil régional et la Caisse des dépôts et consignations. L'intervenant, c'était l'équipe de l'Institut de stratégie patrimoniale. Ça s'est déroulé il y a 20 ans, de 1999 à 2001. L'institutionnalisation, ça a été créer une association qui s'appelle l'Association patrimoniale de la plaine de Versailles et du plateau des Alouets, qui existe toujours, qui a été créée en 2003, avec 4 collèges réunis au sein d'un conseil de gestion patrimoniale, avec une responsabilité qui est assurée par le bureau de l'association, qui est constitué par les 4 présidents des 4 collèges. Sur la côte ouest de Vias, le commanditaire, c'était la communauté d'Aglo-Hérault-Méditerranée, qui s'inscrivait dans un projet national sur la modification des traits de côte, avec une équipe de l'Institut de stratégie patrimoniale et avec Elixeo, qui est une boîte de conseil qui travaille aussi sur la facilitation stratégique. Elle a eu lieu de 2014 à 2017 avec, là encore, un conseil de gestion patrimoniale créé en 2017 sous la responsabilité des communes de Vias, Agde et Port-Iragne. Donc Vias, Agde et Port-Iragne sont les 2 communes voisines de Vias, et un fonctionnement, alors ensuite avec des commissions spécifiques. On a fait une commission eau, valorisation économique et plage.
Le bassin versant du Tescou, donc la question de Sivins, le commanditaire, ça a été d'abord la préfecture du Tarn, puis des Tarn-et-Garonne, puis le département du Tarn. L'intervenante, c'était une équipe, la Teprina API, donc on a intervenu de 2016 à 2018, avec une instance de responsabilité créée en 2018, une instance de co-construction qui réunit l'ensemble des acteurs, donc il y a eu 56 signataires de la charte, et un fonctionnement en 4 commissions thématiques. Et donc là, on a fonctionné en commission thématique pour approfondir des sujets génériques transverses, et puis en groupe projet qualité pour susciter des projets autour d'acteurs qui seuls ne pouvaient pas porter ces projets. Donc la facilitation qui a été Vous l'outil... demandez de conclure bientôt, de vous préparer. D'accord, oui. Ou comment agir sur notre rapport au monde. Donc, alors je vais être obligé d'aller assez vite. Donc, il a fallu institutionnaliser le commun avec une diplomatie de la participation, des pratiques de gestion en commun appliquées par l'équipe de facilitation et reprises par les acteurs après leur départ. Et pour moi, faciliter, c'est travailler les attachements et aussi les détachements pour co-construire concomitamment un territoire commun et son titulaire. Donc ça s'est traduit par, donc diapo suivante, un schéma de gouvernance générique qui a été adapté avec une instance de responsabilité, une instance de co-construction au conseil de gestion patrimoniale qui est formée de l'ensemble des signataires de la charte, et puis ces deux instances sont je dirais, en interaction, et une équipe dédiée au processus de co-construction pour l'animation, l'accompagnement et le soutien méthodologique. Et l'idée, c'est qu'il y a des acteurs qui... tout ça, ça forme une institution patrimoniale. C'est le point après, s'il vous plaît. Et donc, point après, il y a des gens qui arrivent avec un projet, un pré-projet. Il le travaille en institution patrimoniale, il revient, ce projet est validé, il ressort, validé, alors il faut continuer, l'animation, ressort, validé et partagé. Voilà. Et après, donc partout, il y a une reprise de la discussion, un apaisement des tensions et l'émergence et la réalisation de projets. Donc là, je ne vais pas détailler, mais dans chacun de ces territoires, il y a un peu ces aspects-là. Je continue la présentation, s'il vous plaît. Les enseignements, donc, c'est qu'il y a un enjeu permanent pour ces institutions, c'est maintenir leur unité. La valeur des projets et des actions tient autant à leur qualité intrinsèque qu'à la variété des personnes qui se sont accordées dessus. 2 éléments forts ressortent d'une récente évaluation de ces institutions patrimoniales par Mathieu Olagnon. Alors là, ça renvoie un petit peu à ce qui a été dit dans la dernière présentation. Il y a une énergie à maintenir. Comment continuer à travailler sur les attachements patrimoniaux, à maintenir toutes ces énergies, et une relation aux acteurs collectifs, moi que je distingue des acteurs communs, c'est-à-dire ceux qui sont dans les collectivités, l'État et les collectivités, qui restent délicates. C'est l'intégration dans le paysage institutionnel existant que je joue, autant que la reconnaissance d'un statut pour le non-attachement. Et enfin, est-ce que ce sont des institutions pérennes? Alors, les institutions du commun sont fragiles par nature, elles tiennent par l'engagement de chacun. En permanence, il faut redire ce qui nous relie. Elles doivent s'affirmer tout en gardant une certaine discrétion. Et il y a un débat sur le champ de l'action propre des institutions patrimoniales, ou bien elles facilitent seulement l'action de leurs membres, ou bien elles portent aussi elles-mêmes des actions. Si pérennité d'une institution du commun existe, elle est de nature différente d'une institution, pour moi, collective au sens d'une collectivité. Donc il faut la penser différemment. En conclusion, de tels dispositifs permettent d'apporter des réponses à plusieurs problèmes. La complexité vue comme croissante des situations de santé, de climat, d'environnement, d'aménagement du territoire, les questions suscitées par la place de la science et de la technique dans les choix politiques, l'affaiblissement de la démocratie représentative, le besoin grandissant d'écoute d'acteurs minoritaires en nombre ou peu représentés dans les instances collectives et pourtant au cœur de la résilience des territoires, les agriculteurs, la population rurale, les jeunes, le besoin de plus en plus exprimé de reconnaissance de la diversité des acteurs, des points de vue. La mise en adéquation entre notre rapport au monde et les défis auxquels nous sommes confrontés plaide pour une pleine intégration du mode d'action en commun.